Congratulations! Oh, incroyable! Boom! Sebastiani fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race start. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Installez-vous confortablement, on va passer une petite heure avec vous en votre compagnie pour vous débriefer et analyser le Grand Prix de Portimao. On va vous parler de ce qui s'est passé en Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Pour ce faire, je vous demande d'accueillir le nouveau membre de la boîte à clapper, Monsieur Alexandre. Comment ça va ? Ça va, très heureux d'avoir signé mon contrat, comme un certain pilote qui l'a annoncé cette semaine. Moi aussi, j'annonce cette semaine que je rejoins la boîte à clapper, donc je suis très très heureux. Direct, il est très corpo, il est dans le sujet tout de suite. Là, il rigole pas du tout. Non, alors, les habitués t'ont déjà entendu, tu as fait une petite pige avec nous l'année dernière, et là on s'est dit, bam, eh ben, ça s'est très bien passé, donc pourquoi pas continuer. T'as accepté le contrat, malgré le salaire qui est nul, on va dire. Mais en tout cas, merci beaucoup, on est très content de t'avoir. Écoute, à voir pour la suite. Oui, moi aussi, je suis très très heureux d'être là, malgré le salaire, tu dis, mais bon, c'est pas grave. On fait ça pour la passion, surtout. Malheureusement, il a fallu qu'on garde quelqu'un quand même pour la continuité. Donc, vous pouvez dire bonjour à Maxime. Ça va, Maxime ? Frère, je vais pas te dire que ça va, tu viens de m'allumer. Ça. Mais non, Maxime, t'es notre préféré. Comment ça va ? Ça va, mec, et toi ? Bah ça va. T'es content d'être de retour pour une année de plus ? Je suis content de ouf. Je suis content. D'ailleurs, Alexandre, il a mis une story sur Insta il y a pas longtemps en disant meilleure nouvelle de ma carrière, je sais pas quoi, plus grande. Je m'attendais à ce qu'il parle de nous du coup. Un peu dégoûté. Franchement, ça va. Je suis pas vexé. C'est parce que l'annonce n'était pas prête. C'est parce que j'avais pas le bon visuel, du coup, je vais en faire une autre. Mais malheureusement, j'ai mon graphiste qui m'a lâché pour cette annonce-là, donc je n'ai pas pu le faire officiellement. Je comprends. Je te prêterai le mien. Avant qu'on parle du débrief des courses de Portimao, on va aborder une news qui est tombée, qui était semi-officielle depuis très longtemps. On avait un petit peu parlé pendant la preview. Là, elle est officielle désormais. Alexandre en a un petit peu parlé. C'est la signature de notre ami, pas mon ami du tout, je sais pas pourquoi je dis ça, Fermín Aldeguer en MotoGP l'année prochaine chez Ducati. Actuellement pilote Moto 2 qui a roulé sur toute la KT en fin de saison dernière, qui a réalisé, on peut dire, 2 mois complètement monumentaux. Il a, dès le début de la saison, signé un contrat avec Ducati pour la saison 2025. Ça précise pas quel team, mais vraisemblablement ça se dirigerait vers un team Pramac, dans la mesure où les guidons officiels sont verrouillés par Bagnaia et ou Bastianini et Jorge Martin. Ça, on en discutera plus tard. Et les guidons Pramac, eux, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Pour ce qui est des guidons VR46 et Gresini, Ducati n'a pas vraiment la main dessus. C'est un peu plus complexe, entre guillemets. Donc ça se dirige vers un guidon Pramac pour Fermín Aldeguer l'année prochaine. Messieurs, je vais vous poser la question très simple et après on va essayer de broder et d'élaborer un peu dessus. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de cette signature, que ce soit sur l'aspect pilote pour Fermín Aldeguer ou sur l'aspect team pour Ducati ? Sur l'aspect pilote pour Fermín Aldeguer, c'est forcément une bonne nouvelle parce que rejoindre le MotoGP, c'est l'ambition de tous les pilotes Moto 2. Moi, c'est plutôt le timing de l'annonce qui m'étonne sur la partie team, parce que, comme tu l'as dit, on n'a qu'une seule option qui nous vient à l'idée, c'est de rejoindre Pramac. Donc, Jorge Martin, s'il va chez Ducati ou pas, ou si Bastianini redescend, en tout cas, l'un des deux sera au guidon de la Pramac. Donc, ça veut dire qu'il faut se tourner à l'autre côté du box, c'est Morbidelli. Là, c'est dire à Morbidelli, je pense qu'il le savait déjà, mais c'est lui dire clairement, tu seras pas là l'année prochaine. Donc, si c'est signé depuis des mois avec Aldeguer et Ducati, pourquoi le faire maintenant ? Pourquoi pas attendre l'été ou le printemps, histoire de faire croire à Morbidelli qu'il sera peut-être encore là. Donc, là, c'est vrai que le timing est assez étonnant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, que ce soit... Donc même au-delà du MotoGP, mais dans plusieurs sports, voilà, c'est vraiment quelque chose où on n'a pas l'habitude de voir, surtout que Morbidelli, c'est un pilote qui arrive chez Ducati, et donc il n'est pas arrivé, qu'il est déjà reparti, donc c'est assez étonnant, mais bon, je pense que pour Aldeguer, c'est une très bonne nouvelle, et il a montré ce week-end que la pression liée à cette annonce ne l'affectait pas beaucoup. Ah oui, ça c'est sûr qu'il a montré exactement ça. Maxime,
même question. Qu'est-ce que tu penses de cette signature sur l'axe que tu préfères? On a parlé rapidement de Morbidelli. Pas encore arrivé qu'il est déjà parti, mais je pense qu'il est vraiment pas encore arrivé. Euh, mais non, après, il y a rien qui est sûr. Je pense que c'est pas des choses qu'on voit assez souvent. Des pilotes qui sont signés si tôt comme ça. Il est signé presque avec un an d'avance, parce qu'on en parlait déjà à Valence l'année dernière. Je pense que Ducati, c'est des personnes très intelligentes pour le coup, qui travaillent bien, on ne peut pas dire le contraire. Donc s'ils le font si tôt et avec autant de certitude, je pense qu'ils ont toutes les raisons de le faire. Ils ont accès à des choses dont on n'a pas accès, peut-être les datas, les choses comme ça, ils voient des choses que nous on voit pas. Donc moi je suis assez confiant pour lui, puis surtout comme disait Alexandre, il a montré que la pression le poussait dans le bon sens, donc c'est cool. Puis je suis pas si certain qu'il y ait qu'un seul guidon de dispo chez Pramac, parce que en fait Martin, c'est Borseuil je crois qui a dit que Martin c'était bien 3 ans ou 4 ans là, mais qu'à un moment donné il allait falloir qu'il parte, quoi, tu vois. Donc ça va être intéressant. Je sais pas quelle porte de sortie il aura, parce que Bastianini recommence à perf aussi, à voir sur la durée, mais puis à voir aussi pour Ducati, hein, parce que est-ce que t'as vraiment envie d'avoir Martin et Bagnaia dans le même box? On se posait la même question pour Bastianini, hein, mais bon, est-ce que t'es pas plus stable comme ça? C'est des questions qu'on se posera sûrement après. Je suis pas sûr, c'est difficile à lire en tout cas. Je suis assez d'accord avec vous sur... Alors, moi, je suis pas le plus grand fan de Fermin Aldeguer, sans le détester. Enfin, genre, pour moi, en fait, je le trouve vraiment très irrégulier. Il a mis du temps à se mettre en route, alors que quand il est arrivé, on nous l'annonçait comme un giga crack. Ce qu'il a fait l'année dernière, en fin de saison, c'est monstrueux. Y a pas à tergiverser là-dessus. Après, c'est pas le premier à être fort comme ça sur des courts laps de temps. Et pourtant, c'est pas toujours des mecs qui ont fait des carrières en MotoGP. Moi, je suis d'accord avec toi, Alexandre, le timing de l'annonce m'interroge un peu. Pas par rapport à Morbidelli, mais tout court, en fait. La première signature qu'on a sur 2025, alors qu'il y a 17 pilotes de la grille MotoGP qui n'ont pas de guidon, c'est un pilote Moto2. Donc, ça m'étonne un peu. Après, pour lui, c'est monumental. Il arrive avec le meilleur guidon possible du plateau. C'est le cas cette saison, ce sera encore le cas l'année prochaine. La Ducati va pas perdre son hégémonie en 6 mois. C'est pas Aprilia qui va lui voler avec les boîtes à vitesse qui tiennent 23 tours. Il y a assez peu de chance. Sans peut-être le warm-up lap, mec. Il a commencé la course. Exactement. Donc à voir. Moi je suis curieux. Il a montré ce week-end que c'était un très talentueux. Moi quand je l'ai vu prendre son double long lap et tout, je fais putain. Du coup tu vois la pression, et en fait la manière dont il a réagi à ça, rien à dire. Grand respect. À voir. Moi il y a juste un truc qui m'interroge un peu sur Ducati, c'est qu'on est d'accord que Bagnaia a son guidon verrouillé. Tu peux te poser la question sur le deuxième guidon de l'officiel. Jorge Martin le veut. S'il l'a pas, il partira. Ça, j'en suis. Je mettrai de l'argent dessus. Il l'a dit lui-même. Ça fait 1 an et demi qu'il le dit. Il le disait déjà l'année dernière. Il a commencé déjà à le dire en disant qu'il voulait une moto rouge. Tu l'as dit, Maxime. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il est assez bête pour partir. En mode, ah oui, vous me donnez pas de moto rouge, alors je vais chez Yamaha, puisque c'est comme ça. Tu vois, il est capable de faire un truc comme ça, je pense. Tu vois. Mais en fait, pour moi, il y avait un scénario où... Alors c'est le monde des bisounours, où ok, Bagnaia, sa moto elle est réservée. Ok, Jorge Martin, tu veux la moto rouge, on te donne la moto de Bastianini. Tu prends Bastianini, tu lui dis écoute, vu la saison et demie que tu viens de faire, tu recommences à performer, on n'a pas envie de te perdre. Par contre, on peut pas c'est obvious que on doit donner la moto officielle à Jorge Martin. Donc on te propose la Pramac. On propose un swap. Apparemment ça a été c'est dans leur contrat, soi-disant c'était une rumeur. Et là du coup il te restait un guidon Pramac que tu vas donner à Fermin Aldeguer. Alors qu'il y a un mec sur le marché qui n'a pas de guidon l'année prochaine, qui s'appelle Fabio Quartararo. Et j'adore Fermin Aldeguer. Enfin, non, Fermin Aldeguer, ok, pourquoi pas. Mais si tu dois choisir avec un gars comme Fabio Quartararo, voilà. Moi, c'est ma seule analyse à ce sujet. Je sais pas si, Alexandre, tu fais la mouche, je t'écoute sur le sujet. Avant de répondre à cette question sur ce sujet précis, il y a juste l'idée où Martin, il veut la Ducati officielle, oui, on est tous d'accord. Si, en fin de saison, il est champion du monde avec la Pramac, pourquoi il irait chez l'officiel? Si, lui, il devient le premier champion du monde de l'histoire avec une équipe privée. Une écurie privée, pardon. Ok, tu veux l'officiel, c'est super, tu seras bien en rouge. Mais tu viens d'écrire l'histoire avec un team, pourquoi tu vas pas rester avec eux? Pourquoi tu vas pas aller, t'es le premier à avoir gagné un titre, va chercher le deuxième. Pour moi, après, oui. Non, mais moi,
Moi, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais je pense qu'ils ont, et notamment lui, des égos de la taille de Saturne. Et en fait, on l'a vu, ils sont, pour la plupart, Marc Marquez a cassé ce code l'année dernière, obnubilé par des guidons usines. Et il y a la plupart des pilotes préfèrent avoir une moto d'usine pas perfo qu'une moto privée perfo. Et Alors, on fait la bise à Luca Marini qui est en train de nous ouais. le démontrer. Il y a deux poids, deux mesures quand même. Enfin, autant Oui, non, Marini, mais bien- il avait, bien sûr. enfin, Oui. entre rester à la VR46 avec une moto de l'année d'avant et aller sur un nouveau challenge Honda, je pense que ça se présenterait pas. Mais par contre, si t'es Martin et on te dit t'as la Pramac ou t'as la Honda, je pense il a pas la même réflexion, tu vois. Mais Mec, moi, je te pense dis- pas. Après, enfin, vas-y. Non, mais vas-y, juste faut se méfier. Il est capable de prendre Non, des moi, je décisions. pense pas. C'est un sanguin. On a dit pareil l'année dernière, mais il est pas bête non plus à ce point, je pense pas. Et comme tu Je l'as pense pas. dit, J'espère. Marc Marquez a changé les codes. Et Ouais, mais c'est pas pareil. Ils en sont pas au même endroit de leur carrière. C'est comme Quartaro, je le vois pas aller chez Pramac. Mec, ils aligneront jamais assez d'argent. Déjà, il y a cette question-là. moi, c'est plus Ducati que je vois Pramac, pas prendre jamais Quartararo. Voilà, mais déjà, ça Ouais. aussi. Ouais, c'est Parce possible, que, mec, t'as Bastianini, Bagnaia, Martin, et tu viendrais rajouter Quartaro là-dedans, sachant que t'as potentiellement Marquez qui veut un guidon Ah. usine. ça. Les 4 c'est- mousquetaires. Mais oui, mais les 4, mais non, à un moment donné, ça devient trop compliqué. Là, genre, je pense, il faut Gros, se t'as concentrer 8 à un moment mots- donné. T'as 8 motos. Tu peux Non, les mais- donner aux 8 meilleurs pilotes de la grille. Tu peux Non, mais, enfin, empêcher il- tous les autres teams d'avoir les meilleurs pilotes de la grille. Pourquoi tu le ferais? mais Pourquoi tu le ferais pas? parce que en fait le problème c'est que tu peux pas après enfin moi je me mets à leur place, ça devient trop compliqué de tout gérer. Tu peux pas gérer les égos de tout le monde. Déjà là, Mais ils sont par pas miracle, Bastianini a pas perf l'année dernière, mais merci pour eux, ils se cassent l'omoplate. Mais merci, parce que s'il perf, c'est n'importe quoi. Et là encore, on parle pas de Bezzecchi parce qu'il est catastané. Mais tu rajoutes Bezzecchi dans l'équation, tu peux pas gérer tout le monde. Je pense qu'ils sont très bien avec ces trois-là. Et que Quartaro, ça va être compliqué à aller chercher déjà les deux pour l'argent. Je pense, parce qu'il est très jeune encore. Et Marquez, il est parti chez Grésini, mais Marquez, mec, Il est millionnaire. c'est pas Grésini qui le fait vivre. Enfin, il Mais, est à côté. Mais, mais je Dernier pense qu'il y a point ça, là-dessus. et puis- Après, je. Et puis Vas-y, Bastianini, vas-y. attention, parce que Bastianini, avant de le faire rétrograder, je pense qu'il a un certain gars qui gère sa carrière. Ça va pas se passer comme ça. Le frère, on le voit plus que Bastianini quand il est sur le podium, mais il est partout. Il est là, il lui tient l'ombrella et tout. Carlos Bernal, frère, il est partout. C'est autant Martin, on l'entend beaucoup, autant pour Bastianini, on l'entend pas Bastianini, mais son manager, on l'entend autant que Martin. Donc, ça va pas être si simple que ça, je pense. Je pense juste, enfin moi pour mon cas conclure là-dessus, je pense que t'as raison potentiellement. Enfin tous tes arguments à mon avis sont largement viables. Sur la partie argent, je pense que aujourd'hui la piste qui se dégage le plus pour Quartaro c'est Aprilia. À mon avis Aprilia ils ont pas beaucoup plus d'argent à proposer que Pramac. Hein. Ils sont pas riches. Hein. C'est possible. C'est possible. Peut-être. Ça j'ai pas leur rib sous les yeux. Je peux pas savoir. Ouais. Mais en tout cas voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter messieurs? Moi, je pense que tu veux que Ducati, ça devienne les Marseillais qui aient des problèmes partout. Parce que là- Non. Non, mais parce que, attends, En fait- c'est déjà dur de gérer Bastianini et Martin, sans compter Bagnaia, parce que par chance, ils l'ont renouvelé, donc là, il est intouchable. Toi, tu veux rajouter Quartararo. Et en plus, tout ça, Ducati, ils doivent aussi gérer le cas Marquez, qui lui, il veut pas de guidon, mais il performe avec un guidon qui est une équipe de chez eux, mais pas vraiment. Donc toi, tu as des problèmes partout, je vois que ça comme idée. Moi j'aime trop les dramas frère. Ah. Attends tu le vois bien. Moi j'aime trop Mais ça. question du. Moi, je veux juste que les meilleurs pilotes et les meilleures motos. Je veux que Quartaro ait une moto pour se Bien sûr, bagarrer mais du avec coup, t'es eux. Quartaro là. T'as les histoires de concessions, et là, donc potentiellement Yamaha peut progresser largement cette saison. Enfin, après, bon, c'est Yamaha, mais bon, sur le papier. Et tu vois la Ducati là, enfin la Ducati l'Aprilia, tu fais quoi? Est-ce que tu vas vraiment chez Aprilia? Avec les moyens qu'ils ont, et je pense qu'ils sont incapables de se concentrer, de travailler et sur la fiabilité et de pouvoir être perfo l'année d'après. Je pense que s'ils travaillent sur la fiabilité, ils perdraient trop. Enfin, c'est mon hypothèse, hein, mais ils perdraient beaucoup trop de temps. Mec, écoute-moi bien. Moi, je suis Quartaro. J'ai toqué à la porte de tout le monde. Mais tout le monde, sauf Honda. Enfin, j'ai été chez Ducati, j'ai été chez Aprilia, j'ai été chez KTM pour discuter et savoir qui me proposait le meilleur bail. Parce que c'est pareil, KTM, on se dit ouais, c'est bouché et tout. Moi, je les adore, hein, KTM, mais je pense que Quartaro, ils rentrent chez eux, ils vont regarder Augusto Fernandez et Jack Miller, ils vont leur faire. Ah, mais c'est pareil, c'est tu vas rigolo, chez ça. GasGas. Mais en fait, c'est le même débat que tout à l'heure. Est-ce que tu as envie d'une moto officielle
pas ouf ou d'une moto mais y a pas que ça. Satellite qui perd faux. Non mais il y a pas que ça, d'accord. Mais c'est quand même la chose principale. Il a envie de se battre. Il se plaint qu'il n'a pas de moto qui peut jouer Oui. des podiums. Ben écoute, regarde ce qu'a fait Pedro Acosta hier. Je voulais pas dire À de mon gaz avis, gaz. si t'as des propales de contrat, genre Yamaha pour le garder, je suis peut-être quasi sûr qu'ils sont prêts à aligner une somme en millions avec 2 chiffres. Et les autres, on parle peut-être à moins. Hein. Il Ouais, a bien besoin sûr. de quoi, Non, mais ça Quartararo? Aujourd'hui, il a besoin de quoi, Quartararo? Je pense que niveau Gagner. argent, il est pas à plaindre. Quand même, on parle Non, quand même d'un mais pilote on se rend champion. pas compte des sommes. Quand Mais- t'es là, t'as les contrats devant toi, je te jure que tu fais Nick, je vais perdre un an de plus. Ah, mais les années, le problème, c'est que maintenant, elles s'accumulent, en fait. C'est surtout ça, je perds un an de plus. Ok, mais bon, ça fait... Bon, on va peut-être pas exclure 2022, mais du moins, ça fait 2023 où on finit la saison avec quasiment rien, quoi. Enfin, très très peu. Et on est parti pour vivre un 2023 bis en pire, je pense, cette saison. Enfin, ok, comme tu l'as dit, Maxime, ils ont le temps de se développer, mais va falloir beaucoup développer là quand même, parce qu'ils sont vachement loin. Mais après, voilà, moi, ta question, Maxime, demain, l'Aprilia, elle vient me chercher. Je pense que j'y vais. Moi, j'y vais Peut-être que jamais. j'y Ouais, vais je pas. pense aussi. Peut-être que j'y vais pas pour J'y vais jamais. une durée de 4-5 ans, mais j'y vais pour 1 an, 2 ans, me relancer, montrer que je peux me rebattre devant, s'il y en a qui doutent, parce qu'à un moment, Quartararo, bon, nous on est français, donc peut-être que voilà, on a une attache plus personnelle, peut-être que dans le paddock, certains vont commencer à douter, se bien dire, sûr. ouais, peut-être qu'à force d'être si loin, bah, il a perdu de sa splendeur, ce que je pense pas, parce que ça reste un pilote extrêmement talentueux et qui est capable de faire de très grandes choses. Quand, malheureusement, il a ce qu'il faut dans le guidon et sur la moto, mais je pense que voilà, il faut pas que son image soit détériorée par trop d'années chez Yamaha. Mais bon, après, voilà. Je suis d'accord. Il faudra aussi trouver le bon timing pour partir et partir à un bon endroit. Et ça, ben, pour l'instant, on n'a malheureusement pas la réponse, je crois. Je suis d'accord. Je conclurai en disant qu'à mon avis, c'est le premier domino qui. En fait, c'est le pilote. Lui et Marquez, c'est les deux qui tiennent les clés du mercato. Parce que quand il y en a un des deux qui va se décider, tout va partir. Je pense. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter ou on peut enchaîner avec le débrief de cette course de Portimao? On peut enchaîner. Allons-y. Allez, c'est parti pour le débrief des courses au Portugal. La catégorie Moto 3 sur ce circuit de Portimao, avec une petite surprise, nous serons 4 pour débriefer de cette catégorie avec un intervenant spécial, le spécialiste des petites catégories et des petits jeunes bizarre. qui arrivent, Monsieur Léo, aka Infinito. Comment ça va? Ah, ça va très bien, et vous? Eh ben écoute, ça va, on est super content de t'accueillir parce que nous, alors moi, je parle pour moi, j'y connais pas grand chose en Moto 3 et je me suis dit, putain, mais les petits jeunes qui arrivent là, faudrait peut-être qu'on ait quelqu'un qui s'y connaît pour en parler et bam, t'es là. Donc merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi, ça fait plaisir de pouvoir venir encore une fois. Alors, on va commencer par ça, tout simplement. Alors, on va commencer d'ailleurs pour que je vous pose une question. Non, on va commencer par ça, tout simplement. C'est parler des petits nouveaux qui sont arrivés en Moto 3 cette année, parce que, à la différence des autres catégories, on les connaît pas, ou pas bien, sauf Léo qui, bien sûr, les connaît tous. Est-ce que t'en as un, ou deux, ou trois, ou plus, enfin, le nombre que tu veux, dont tu as envie de nous parler, ou tu penses qu'ils sont à surveiller? Moi, je sais duquel tu vas nous parler en priorité. Donc, je te laisse, vas-y. Bah forcément, le plus intéressant, c'est Piqueras. C'est celui qui est un peu comme Rueda l'année dernière, attendu de tous, double champion Junior GP et Rookies Cup. Après, j'ai peur qu'il soit pas au niveau, un peu comme Rueda l'année dernière face à la pression, qu'on l'attende un peu trop. En plus, il est sur une Honda. Alors certes, il roulait sur une Honda avec des pneus Pirelli l'année dernière, donc ça lui change pas cette année. Mais au final, on sait que la Honda, elle a du mal, surtout cette saison face au KTM. Donc à voir si on n'attend pas trop de lui, même si le bonhomme reste très talentueux. Il a déjà gagné en Junior GP face à Alonso et face à Rueda à la Loyale. Il a jamais roulé face à Holgado, si je dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même un mec très rapide, pas forcément en qualification, c'est pas son gros point fort. Par contre, je pense que niveau intelligence de course, ça tape sur du Alonso, si ce n'est même plus intelligent que du Alonso en junior. Enfin, c'est vraiment un mec qui un racecraft qui est monstrueux et je pense que peut-être pas cette saison, mais un peu comme Rueda, la comparaison se fait, qui sera à suivre à tout prix l'année prochaine.
Il a, si je me trompe pas, un peu le design. Il fait penser à Mir un peu, que ce soit dans la couleur de la moto, le design du numéro et tout. Bon, déjà, c'est un peu de pression de choisir ça parce qu'il prend le design et je crois qu'il a le même numéro. 36, je crois. Si je me En trompe fait, il voulait le numéro 18. Enfin, il roule avec le numéro 18 normalement. Mais vu que le numéro 18 est pris, il a fait en référence à Mir qui a été champion du monde avec ce numéro. Il a fait x2 pour prendre le numéro 36. Et si on regarde, il a encore le numéro 18 à l'intérieur du 6. Ok. Alors, le 18, c'est Bertel, pour répondre à ta question. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est se mettre beaucoup de pression. Mais après, pourquoi pas, et peut-être qu'il va l'assumer, de prendre le numéro et le design du mec qui a, pour moi, la saison la plus dominante de l'histoire de la catégorie Moto 3. Donc, mais après, écoute, pourquoi pas, on entend beaucoup parler. Pas que par toi, beaucoup par toi sur les réseaux sociaux, mais il y a pas mal de gens qui l'attendent et qui en disent beaucoup de choses. Il était pas mal ce week-end avant de tomber, si je me trompe pas, non? Il faisait une course honnête. Il se loupe en qualification, mais il fait un gros départ. Très balancé sur les départs, et du coup il remonte vite. Mais après, il me semble qu'il chute et ça lui casse un peu le rythme. Mais sinon, il avait le rythme pas du premier groupe, mais du second, quoi. Ok, bah écoutez, à suivre, vous vous en souviendrez chez vous, l'ami Angel Piqueras. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre dont tu voulais aborder avant de nous parler de ton petit préféré? Le petit préféré, c'est le Almanza. Ah bon? Mon préféré n'est toujours pas en championnat du monde. Il arrivera tôt ou tard. De toute façon, je n'aurais pas encore tourné le premier épisode que vous aurez déjà vu son nom partout. Je m'enflamme, mais pour moi, pour moi, c'est vraiment, il y a du Marquez en lui. C'est fabuleux à regarder. Maximo Quiles. Maxime Kiel, j'ai déjà vu son nom effectivement passer. Donc souvenez-vous de son nom dans 10 ans quand il sera triple champion du monde MotoGP. Vous en aurez entendu parler pour la première fois dans la boîte à clapper. Dis-toi que c'est un mec, en ETC, ils ont tous les mêmes motos, tous des Honda NSF 250. Il a mis 1 seconde et demie en qualification au deuxième qui était champion du monde, enfin champion en titre. Oh, le chantier, d'accord, ok, il va être chaud. Et il s'entraîne avec les frères Marquez. Il a fait Martin Silverstone, non? Oui. En vrai. Il a coupé un virage. Et c'est assez aberrant, mais en course, en fait, c'est un Marquez jeune. C'est-à-dire qu'il prend énormément de pénalités, il part tout le temps dernier, et il gagne toutes les courses quand même. Mais c'est pour ça que je dis que c'est fabuleux. Regardez la ETC, si vous n'avez pas le temps, vous regardez pas le Moto 3, regardez la ETC. Ok, gros. Enfin, du coup, il va monter, mais tu peux partir de dernier et finir premier. Et enfin, le mec, il se fait des last to first le week-end, vraiment, il a rien à foutre. Il a 12 ans, il se fait des last to first. Il broie des jambes. Il en a fait 3 l'année dernière. Il a fait 3 last to first l'année dernière. Ouais, ça va. 3 last to first l'année dernière. Sur YouTube. Ok, bah tu viens de me hyper de fou furieux, par contre. J'ai très envie de voir ça. Est-ce qu'il y a un autre rookie en Moto 3 que tu nous conseillerais de suivre, ou tu veux nous parler de Rueda tout de suite? En général, moi j'aime bien David Almanza. Alors, je préfère prévenir, c'est le Sam Loves de la Moto 3, je pense, en devenir. Ouais, tu nous fais rêver, de toute façon, il s'est déjà vautré au Qatar et pété le poignet ou le doigt ou je sais pas exactement quoi. C'est pour ça qu'il a été remplacé ce week-end, mais il avait fait un remplacement en Argentine. Ouais, il avait été bon en Argentine, je crois. Et il était deuxième, même il avait mené la course dans le dernier tour avant de se faire complètement faucher par Ricardo Rossi. Mais sur sa première course, il avait jamais piloté cette moto dans un team qu'il connaissait pas, qui parlait 100% italien alors qu'il est espagnol. Enfin, franchement, quand je dis que c'est du Sam Lowe, c'est-à-dire que le mec il peut gagner une course avec 10 secondes d'avance, comme il peut se foutre au tas au premier virage, quoi. À suivre donc l'ami David Almanza qui est blessé, effectivement, qui n'était pas là ce week-end. Avant qu'on débriefe Portimao, je voudrais que tu nous parles de ton petit protégé, quand même, celui dont tu conduis le train de la hype, l'ami Jean-Antoine Rueda, José Antonio Rueda, qui est arrivé du coup l'année dernière, qui était rookie, qu'on n'a pas vraiment vu l'année dernière, qu'on nous a annoncé comme un giga crack. Qui est passé un peu à côté. Bon, après, ça arrive à plein de gens bien de passer à côté d'une première saison en petite catégorie. La bise à Marc Marquez, sa première saison au 125, c'est pas la folie furieuse. Et cette saison, il a l'air d'être là. Il fait un bon week-end au Qatar avant de chuter. Et là, il fait la pole et il finit 2 à 44 millièmes de Daniel Olgado.
Est-ce que on peut en attendre vraiment des miracles cette année, d'après toi? En fait, je sais pas si si on remonte mes tweets ou quoi, je vais pas faire le visionnaire connaisseur, mais j'avais déjà tweeté comme quoi il fallait pas forcément s'attendre à Rueda dans le sens où en junior, il a jamais été excellent sur sa première saison. C'était souvent une pole position, un petit podium, ce qu'il a fait en Catalogne. Et si on regarde plus en profondeur, au final, sur sa première course au Portugal, il faisait quand même 4ème, donc c'est pas rien de la part du bonhomme. Mais au final, je m'attendais à ce que ça soit pas une saison incroyable de sa part, une saison plutôt où il apprend. Et là, on retourne en plus sur des bases où il est très solide avec les pneus Pirelli parce qu'il est très intelligent. Enfin, j'ai l'impression que tous ceux qui arrivent sont très intelligents, hein. On le voit avec Alonso, Rueda, Weyrer, je sais pas comment on prononce, mais la génération est juste folle. Mais moi, je suis dans le train Rueda parce que c'est un mec qui est incroyable en qualification. On a vu son tour ce week-end. Il reprend 3 dixièmes dans le second secteur et il en reprend 3 encore dans le 4. C'est dingue, hein, avec les motos qui sont à peu près les mêmes. Il est pas super bon sur les dépassements. Et en plus, Portimao, c'est compliqué. Donc, on a pu voir ce week-end qu'il avait du mal à doubler. Mais c'est un mec qui peut prendre la tête de la course et gagner avec 20 secondes d'avance. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse cette année et dès Jerez. Parce que pendant les tests, il me semble qu'il avait un rythme sur 24 tours, en moyenne 1 seconde et demie plus rapide que Alonso, qui avait fait juste un stint de 9 ou 10 tours. Enfin, les stats sont folles. C'est pour ça que je suis conducteur de la hype, ça veut dire que le mec a un gros rythme. C'est pas le plus fabuleux en termes de style de pilotage, vous allez pas avoir des grosses glisses à la Marquez ou Martin ou qui que ce soit, mais s'il part en tête, on peut ne plus jamais le revoir. C'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs ce week-end à Portimao. C'est un Jorge Lorenzo, quoi, grosso modo. Exactement, dans le style. Ok. Alex, quelle est ton analyse, toi, sur Rueda? Est-ce que, de ce que tu en as vu, est-ce que tu penses que c'est un mec qui peut jouer le titre cette saison? Oh, clairement, oui. Oui, clairement. Cette saison, j'étais pas déçu de le voir, on va dire, en difficulté l'année dernière. Parce que pour moi, c'est entièrement logique. Tu l'as rappelé, même les plus grands champions ont besoin d'adaptation. Euh, il a pris une année, à mon avis, où il a vraiment énormément appris. Il a vraiment beaucoup travaillé sur la moto, sur le fonctionnement, peut-être même du week-end, sur être rapide pendant 3 jours. Et là, en 2 Grands Prix, il montre que voilà, il a compris comment ça marchait. Et là, on va pas dire qu'il explose parce qu'on le connaissait déjà, mais c'est pas une attente. Mais du moins, il est au niveau auquel on l'attend. Et pour moi, c'est juste la progression logique. Et après, voilà, il faut pas qu'il prenne trop d'années, on va dire, à exploser à chaque fois. Mais là, en tout cas, cette saison, il est bien parti pour être l'un des grands animateurs. Est-ce qu'il aura le titre à la fin? Je sais pas, parce que il y a quand même un plateau qui est assez fort, qui est très très solide et très compact. Mais en tout cas, il sera là pour jouer les victoires. Et moi, j'ai hâte de voir un peu comment il va évoluer, Rueda. Je suis D'ailleurs, assez d'accord. Vas-y, je t'écoute, Léo. il me semble, hein, que c'est dans ce genre, dans ce style-là que KTM, Ayo l'avait recruté. Il voulait pas gagner le titre avec Anjou. Enfin, si c'était possible, ils auraient capitulé bien sûr. Mais l'objectif, c'était de former Rueda à cette saison. Et l'objectif, là, c'est d'avoir pris Xabi Zurutudza pour justement suivre Rueda pour l'année prochaine encore. C'est l'objectif d'Ayo à chaque fois, d'avoir un mec pour l'année d'après. Et je pense qu'ils ont le candidat parfait avec Rueda. Ils ont un Zurutudza, je pense qu'il peut apprendre très vite également, qui est espagnol, enfin basque. Je sais pas sur quelle couleur il va courir, mais c'est des mecs qui peuvent rouler à deux, se donner les roues, les aspirations, et le style Ayo, quoi. Zurutudza, il est pas encore là parce qu'il a pas l'âge, il arrive bientôt. Est-ce que c'est... On nous en a dit pas mal de bien aussi. Est-ce que c'est un crack aussi? C'est un crack dans de moindres mesures. Il est très Par rapide. rapport à Piqueras, par exemple. Par rapport à Piqueras, c'est moins bon. Okay. Mais c'est un mec qui sera, c'est pareil, moins bon qu'un Almanza, mais qui sera intelligent pour finir ses courses, quoi. Et il peut tenir un rythme de devant. J'ai l'impression par contre qu'il a du mal à garder ses pneus. Peut-être que le fait de rester sur des pneus Pirelli, parce qu'en Junior GP ils étaient déjà sur les pneus Pirelli avant la Moto 3, ça pourra l'aider à progresser beaucoup plus, à s'adapter mieux à la moto.
Ok, alors Léo, mille merci pour toutes ces infos. Vous avez entendu tout ce qu'il va falloir suivre en Moto 3. Je vous le rappelle au cas où, la Moto 3, c'est le spectacle de sport mécanique le plus incroyable au monde. Pas de débat, toutes catégories confondues. 2 roues, 3 roues, 1 roue, 4 roues, je m'en fous. Il n'y a rien de plus cool que le Moto 3. Donc regardez ça et surtout surveillez les petits jeunes. On va débriefer la course de Portimao et avant, je vous pose la question traditionnelle. Qu'est-ce qu'on pense du circuit, monsieur Maxime? C'est beau. Merci beaucoup de ton intervention. Non, vas-y, Léo, je t'écoute. Laisse-moi faire des blagues quand même. s'il te plaît. Ça fait 5 minutes que je me tais. Vas-y. Gros. Je suis là, je m'informe sur Wikipédia, gros. Non. Très très beau circuit, super intéressant à regarder, qui permet d'avoir, comme on a pu le voir ce week-end, des espèces d'attaques qu'on ne voit pas sur tous les circuits. D'ailleurs, il va falloir se mouiller la nuque parce qu'on enchaîne sur Austin, non, si je dis pas de bêtises. Hein? Voilà, le roller coaster, mais dans le mauvais sens, ça, vraiment. C'est vraiment le roller coaster, mais que tu fais tête à l'envers. Vraiment, celui-là, tu prends aucun plaisir. et on a, je pense, le plus gros freinage de l'année, où j'ai passé mes qualifs à faire quand il y avait un mec qui arrivait et qui freinait au premier virage. Parce que, je sais pas, les années passent, mais je m'y fais pas forcément. Franchement, à chaque fois, je me dis, il va pas freiner. Et si ça passe, c'est vraiment un top circuit. Léo, je t'écoute. Moi, tu vois, c'est pas le premier virage qui m'impressionne. Alors certes, le freinage est incroyable, mais j'adore le deuxième. C'est là où les plupart des dépassements se font. J'ai notamment celui d'Acosta où il est complètement en glisse pour recouper sur Pecco en MotoGP. Bon, vous en viendrez plus tard, mais ce virage-là, je trouve, il est magnifique. C'est là où tu as tous les dépassements. J'adore la descente. Marquez a assassiné Oliveira, magnifique. Celui où Marquez a assassiné Oliveira aussi. Ouais. Celui qui coûte le titre aussi à Foggia en je sais plus quelle année parce qu'il se fait détruire par Binder. Après, j'adore aussi le dernier virage complètement à l'aveugle où les mecs ils ont de l'angle, ils remettent plein gaz. C'est des malades. Il est super long, les caméras en plus ça filme ça super bien, je trouve. Et la descente aussi pour le dénivelé, c'est beau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Miller il a fait un saut de 21 mètres. Canal ne l'a pas beaucoup dit. Non, ils l'ont pas répété beaucoup, donc je n'ai pas sûr de l'information. Alex, qu'est-ce que tu penses du circuit? Moi, c'est le circuit où j'ai préféré aller dans ma carrière de journaliste. C'est vraiment. Oh, ça y est, allez. Vas-y. Non, vraiment, honnêtement, c'est mon circuit préféré. J'ai la chance d'y retourner cette année et je suis très très heureux d'y aller. C'est un endroit déjà. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles inverse, fais un truc. Le pire, c'est qu'il est vraiment premier degré. C'est ça qui est pour les gens. Si mec, alors là, à tout moment, ça passe. Non, c'est vraiment un endroit, déjà, le cadre et tout, qui est superbe. Et le circuit en lui-même, c'est hyper impressionnant. Tout est impressionnant. Le dénivelé est dingue. Je trouve que la télé, ça écrase tellement. C'est assez exceptionnel. La descente qu'on a dans le milieu du secteur 2, à pied. Enfin, les gens qui sont en trottinette, qui font le track walk en trottinette, ils descendent de la trottinette parce qu'ils sont comme ça quand il faut descendre. C'est pour vous dire à quel point ça descend. Et non, en fait, c'est incroyable. Ça fait que monter, que descendre. Les virages à l'aveugle, il y en a certains dont on n'a pas l'impression quand on voit avec des plans extérieurs, mais en caméra embarquée, c'est assez impressionnant. Donc moi, c'est un circuit que j'adore. Et en MotoGP, en moto générale, pardon, c'est vraiment un circuit où il y a toujours de l'action, toujours des beaux dépassements, des choses qu'on voit nulle part ailleurs, comme disait Maxime. Donc non, c'est vraiment un endroit que j'adore et je suis vraiment toujours content quand on y va et quand on le voit dans le calendrier. Mais en vrai, c'est bien ce qu'il dit parce que quand on se rend compte à la télé de la dinguerie que c'est, alors en vrai, ça doit être la folie. Ça doit vraiment être quelque chose. J'étais allé en Autriche. En Autriche, c'est pareil avec la montée. Mais moi, j'étais à la tribune, du coup, en haut de la montée. Et tu voyais tout le circuit. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et en plus, ça coûte pas si cher que ça en Autriche, les places. Le podcast, on vous donne des bons plans en plus, incroyable. et à Seine, frérot, t'en as pensé quoi? Allez, ta gueule. Portimao, du coup, moi, mon avis, top 3 des circuits du calendrier aisément. Moi, c'est pas mon préf, mais si des gens disent que c'est leur préf, je comprends complètement. Moi, le premier virage, je l'adore, autant qu'il me fait peur sur les 3 départs. Je me dis, c'est pas possible que tout passe, et si tout passe. Donc, vraiment, je vais pas vous paraphraser, c'est un circuit magnifique.
Course Moto 3, donc avec une pole de José Antonio Rueda, donc qui va réaliser sa première pole en carrière en Moto 3, si je me trompe pas. Et qui va faire une course très solide pour aller mourir entre guillemets à 44 millièmes de Daniel Olgado, qui lui va l'emporter devant donc Rueda et Ivan Ortola. On va avoir une course assez animée classique Moto 3. Voilà, on a vu des courses plus sympa en Moto 3, même si elle était très bien. C'est que, comme on disait off tout à l'heure, on en attend toujours des choses incroyables en Moto 3. Celle-ci était très cool, sans que ce soit la folie complète. On va avoir une chute de Angel Picaras, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, malgré un Grand Prix honnête pour un rookie. Ivan Ortola va faire une belle perf en terminant 3ème. David Alonso va avoir un petit seum, à mon avis, parce qu'il va terminer 4ème après avoir mené une grande partie de la course. Joël Kelso 5ème, Colin Veyer 6ème, Stefano Nepa 7ème, Joël Esteban... je ne te connais pas, 8ème, David Munoz 9ème et Pitito Fernandez 10ème. C'est vrai qu'Esteban, j'en ai pas parlé, mais il est très rapide. Parce que j'ai complètement oublié, mais c'est un mec qui a été recruté chez Aspar après une saison en ETC, qui a été couvé, il a fait tout le début de la saison en tête, il a tout gagné, puis il se blesse à l'entraînement. Donc il loupe la fin de saison, il gagne pas le titre pour 2 ou 3 points si je dis pas de bêtises. Donc c'est dire l'avance qu'il avait avant de sa blessure. Il arrive en Moto 3, donc Junior GP, et il finit pas vice-champion, mais jusqu'à la dernière course il est vice-champion. Je l'attendais pas aussi haut, il m'a vraiment surpris. Il était, du coup, il y avait Piqueras, Almanza, Rulstun, qui est aussi rookie, et un autre espagnol qui est beaucoup trop fort, Alvaro Carpe. Ok, ouais, il y avait quand même des gens en face. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce qu'on a pensé de cette course, grosso modo, qu'est-ce que vous en retenez très rapidement? Alex, je t'écoute. Étonné que tu lances pas Maxime en premier, mais bon, tant pis. Ok. Mec, moi je peux commencer si tu veux. Alors, mec, Olgado, il va falloir vérifier la moto à un moment donné. Mec, il est indoublable en ligne droite. C'est un bill, frère. C'est vrai. Comme l'année dernière. C'est un cheat code, c'est fou malade. Voilà. Après, bon, très content de la première pole de Reda. Moi aussi, je l'attendais beaucoup. Donc enfin il confirme ce qu'on attendait de lui. Voilà, puis Alonso continue son bon début de saison. Lui aussi on l'attend à jouer le titre. Très, très incisif toujours dans ses attaques. Toujours présent, un peu moins intelligent qu'au Qatar, mais il est toujours là, donc c'est un peu le duel que j'attendais. Olgado-Alonso à suivre. Alex, du coup, vas-y, c'est toi. Non, en fait, ça ressemblait un peu plus à une course de Moto 2 avec plus de petits groupes. On a l'habitude d'avoir un top 7, top 10 Moto 3 qui est ultra serré. Alonso Qatar qui est 6 ou 8e à la fin au début du dernier tour qui gagne la course. Donc, là, on avait 3 pilotes, gros 3 pilotes. Après, il y avait un groupe derrière au niveau de la 8e place qui se battait aussi. Mais la course était intéressante à tous les niveaux. C'est sûr que Olgado, il a dit qu'il voulait prendre sa revanche. Il a réussi. Donc, il lance très bien sa saison après sa petite... c'est pas une déconvenue au Qatar, mais bien sûr qu'il était déçu de pas gagner la course. Mais hormis ça, non, c'est vrai que c'était une bonne course. Sur un circuit où ça peut être plus spectaculaire, on attendait mieux. Mais on va dire que tous les favoris étaient au rendez-vous. Ils étaient tous présents. Il y a Ricardo Rossi qui était pas mal aussi en sa chute. Bon, il avait un problème de transpondeur, donc on le voyait pas dans le classement, mais sur la piste, il était bien là, il se battait pour le podium. Donc c'est dommage pour lui qu'il tombe et qu'il puisse pas du coup inscrire un gros résultat. Mais non, c'est vrai que le début de saison Moto 3 est intéressant parce qu'on voit un plateau qui est vraiment très très resserré, très très solide. Et je pense qu'on va avoir une lutte pour le championnat qui va être très indécise au fur et à mesure de la saison. J'aurais pas dit mieux. Léo, j'ai un quintet à te proposer de mecs qui, à mon avis, vont se battre pour le titre. Je te laisse me dire ce que t'en penses. Je vois bien une bagarre tout au long de la saison entre Daniel Olgado, José Antonio Rueda, Ivan Ortola, David Alonso et Colin Veyer. Il en manque un. Est-ce que tu vois... Ouais, j'ai fait exprès. T'inquiète pas, je vais venir vers toi après. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou est-ce que t'en vois un de plus et parmi ces gens,
En gros, c'est quoi ton pronostic? Pour moi, c'est les 5 qui sortent le plus du lot, clairement. Si je devais me mouiller à parier sur un rookie, je prendrais André Piqueras qui peut potentiellement monter vite en puissance, vitesse, confiance, on sait jamais. Un peu comme Alonso l'année dernière. Mais c'est les 5, je pense, qui seront intouchables. D'ailleurs, moi, ça me fait un peu chier parce que j'ai l'impression que le Pirelli casse un peu le spectacle dans le sens où, si on regarde bien, les 6 qui étaient devant ce week-end jusqu'à la fin, c'est les 6 qui ont roulé tout le week-end tout seuls. Alors, c'est les 6 meilleurs forcément, mais j'ai l'impression que avec l'ajout des pneus Pirelli, on aura moins de batailles qu'avant, dans le sens où c'est ceux qui ont le mieux construit leur week-end qui vont dominer totalement le dimanche. C'est ceux qui sont le plus rapides seuls qui arriveront à suivre le rythme des mecs devant qui sera imposé. Donc on a pu voir au début Rueda, puis après Alonso a pris la main et après Holgado. Et on voit que à chaque fois qu'il y en a un qui posait un rythme, il y avait 5 autres qui étaient dans la roue et les groupes derrière qui étaient à 5 dixièmes tous les tours et ce jusqu'à la fin, même quand ça dégringolait. Donc je reste sceptique sur les pneus Pirelli. Alex, dis-nous à qui tu penses en 6ème du coup. Je fais semblant de pas savoir. Oui, non, mais c'est bien, tu fais bien. Mais je voulais juste poser une question à Léo sur ce qu'il vient d'avancer sur les pneus Pirelli. Est-ce que d'un côté, c'est pas une bonne chose que ce soit les 6 meilleurs qui soient récompensés de leur très bon week-end, parce que c'est ce qu'on voit en MotoGP. Donc est-ce que quelque part, on n'a pas déjà une préparation pour le MotoGP en y allant, on va dire, avec un trait en y allant fort, parce que voilà, c'est une pyramide quand même. Mais est-ce que le fait de préparer les meilleurs Moto3 à ce qui les attend 2 catégories plus haut, c'est pas une bonne chose, plutôt que des courses où ça fait un peu loterie, ils sont 10 pour gagner, et puis il y en a un qui sort un coup d'éclat au bout de 23 tours, alors que d'autres méritaient autant de gagner, et puis c'est quelqu'un qui joue pas le titre qui gagne. C'est aussi le charme du Moto3 quelque part, mais est-ce que cette construction de week-end, c'est pas mieux pour préparer leur futur? Moi j'en parlais avec Gueno notamment qui m'a posé la question par rapport au Moto 2, mais ça vaut aussi pour le Moto 3, c'est que les Pirelli permettent de travailler sur les pneus dans le sens où ils perdent en perfo tout au long de la course, donc forcément ils se préparent au MotoGP derrière. Oui, c'est plus juste parce qu'on aura les meilleurs qui vont dominer. Maintenant, c'est potentiellement ça sera au titre du spectacle comme on pouvait avoir en Moto 3 avant quoi. Malheureusement. Vas-y Alex, parle-nous de ton petit préféré. Ouais, mon petit protégé, mais je le mettrai pas en étant objectif, je le mettrai pas dans cette liste que tu as énoncée. C'est David Munoz qui avait fait très très forte impression en 2022 en terminant 2e à Barcelone pour son 2e Grand Prix, parce qu'il avait pas l'âge avant de commencer le Moto 3. Qui l'année dernière a eu une saison moyenne, mais c'était sa première saison complète, donc on pouvait mettre ça sur le compte d'une saison d'apprentissage, et je pensais le voir immédiatement devant cette saison. C'est pas le cas, vraiment, puisque on lui a même ordonné, enfin j'imagine, mais je pense qu'on lui a ordonné de donner l'aspiration à son coéquipier en qualification, et quand on te donne l'aspiration sur un tour et qu'on te la rend pas sur le 2e, c'est pas toujours bon signe. Donc là, honnêtement, je sais pas ce que c'était la stratégie. Peut-être qu'ils font comme en Formule 1, une course sur 2, le premier à l'Aspi, pardon. La course sur 2, c'est l'autre. C'est Sergio Perez. Mais ça marche pas toujours ce 1 sur 2. Mais non, honnêtement, ouais, je suis un petit peu déçu de ces 2 premières courses de David Munoz, qui est toujours moyen en qualif, mais qui est très très bon en course, notamment au départ. Là, en qualif, on va dire que c'est un petit peu mieux, parce que l'année dernière, c'était souvent limite Q1, Q2. Là, je crois qu'il part 13e ce week-end, donc c'est quand même un petit peu mieux. C'est toujours trop loin, évidemment, pour quelqu'un qui a de grandes ambitions, mais en course, ça le fait un peu moins. Il est pas dans ce top 6 dont on vient de parler, donc bon, un petit peu déçu, mais j'espère qu'il va me faire mentir le week-end prochain, parce que sinon, la saison, elle va être longue.
C'est triste quand même d'avoir plus vu Ricardo Rossi dans le classement malgré son problème de transpondeur que David Munoz. Tu sais que je savais pas ce que c'était le problème, je savais pas si c'était l'image qui était fausse ou si c'était le classement, parce que Ricardo Rossi, 2 courses d'affilée devant, c'est compliqué quand même. Ouais, mais le mec il est là depuis 18 ans, hein, donc ça commence à s'entraîner. Il s'entraîne avec le grand Guevara. Ah bah oui, ah bah cherche plus. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cette liste très rapidement et quel est ton pronostic pour la saison? Qui tu vois sortir Bah, plus haut? la liste est logique, on aurait été capable de l'établir avant la saison. Je pense que c'est ces 5 là qu'on aurait fait. Je pensais que t'allais te foutre de moi en mode oui, j'aurais pu la faire aussi ta liste. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je mettrais une pièce sur Olgado, personnellement, parce qu'il a été très solide. C'est celui qui a été le plus solide l'année dernière et le plus régulier de tous ceux qu'on a cités. Donc je pense que c'est celui qui est le plus à même de refournir l'effort et de finir là où il n'a pas réussi à faire l'année dernière. Carrément. Messieurs, est-ce que vous avez un truc à ajouter sur la catégorie Moto 3? Juste que Alonso est trop fort. Franchement, avant, il faisait trop d'erreurs. C'est mon call. Moi, c'est mon call, David Alonso, je le dis. Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a une autre personne beaucoup trop intelligente. Avant, il faisait des erreurs. Là, il est rapide, bon qualif, il fait pas d'erreurs. Enfin, on a le quintet que tu disais. Et on a les trois pour moi qui ont un petit truc en plus, Olgado, Alonso, Rueda, avec quand même un Alonso qui est très solide, très complet. C'est dit, maintenant vous savez qui vous avez à surveiller en catégorie Moto 3 et surtout vous savez sur qui vous pouvez mettre votre argent sur BetClick. Pas du tout, faites pas ça. Vraiment faites pas ça, je vous ai pas dit ça. On est sponsor Ne pariez BetClick? Pas du tout, pas du tout. Les jeux d'argent, il a cru qu'il allait pouvoir gratter un salaire déjà, ça y est. c'est pas bien, faites attention. Léo, je te remercie infiniment d'être venu nous partager ta connaissance des petites catégories. Et puis, de toute façon, allez suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, c'est super intéressant. Et on te réentendra dans ce podcast dans la saison, c'est certain. Merci beaucoup. Avec plaisir, bah merci à vous. Voilà, je t'en prie. Et les gars, je vous donne rendez-vous pour la Moto 2. C'est parti. C'est parti. La course Moto 2 sur ce circuit de Portimao. On a une course assez intéressante, messieurs. Ça fait 2 courses intéressantes en Moto 2 en 2 courses sur la saison. Donc là, je sais pas ce qui se passe. La bise au nouveau pneu Pirelli, sans doute. C'est potentiellement une partie de la réponse. Paul de Manuel Gonzalez, je crois que c'est sa première aussi. Lui, j'arrête pas de me moquer de lui en disant que c'est un PNJ de Red Dead Redemption avec son nom un peu random, mais c'est sérieux. Hein, c'est un pilote qui, depuis l'année dernière, se montre et qu'on peut attendre. Je pense, y a notre ami Fermin Aldeguer qui va prendre 2 longues laps pour un départ volé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Genre, il n'y a pas de débat, le départ est volé, il doit prendre ces 2 longues laps? Ou c'est un peu limite? Bon, on va pas commencer à rentrer dans la justification de il prend le départ, il le saute, tant pis. Pour le coup, il se pénalise pas vraiment. Encore, si vraiment il était parti, il s'était arrêté, il était retrouvé 20ème au premier virage parce que là, il roule avant de partir et il lâche l'embrayage, il part. Donc, en vrai, tu prends tes 2 longues laps et puis c'est comme ça. Hein. Alexandre, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord sur la pénalité, oui, aucun souci. C'est peut-être la pénalité de base qui est un peu sévère, de longue lap. Je suis d'accord avec toi, moi. J'imagine que c'est la pénalité toujours et que peu importe la façon dont est volé le départ, c'est la pénalité appliquée. Mais là, il a pas gagné grand-chose. Et peut-être que un long lap suffit. Je crois que surtout que le long lap à Portimao. Hein. Oui, mais après. Oh là 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 là. Après ça, je pense que tu fait 1 km. Tu peux pas le changer parce qu'en soi, tu peux pas changer la pénalité sur le circuit. Mais bien sûr. Mais je pense qu'un long lap sur tous les circuits, c'est un long lap. Il y a des circuits qui vont plus vite, mais c'est toujours pénalisant. Surtout, en plus, là, il tombe en début de course, il y a 3 tours pour le faire, donc il n'y a jamais énormément d'écart, même si là, il avait quand même réussi à faire un petit trou, on va dire. Mais pour moi, non, je pense que 2 longues laps, c'est un petit peu sévère pour la Enfin, souvent, quand on a des faux départs comme ça, c'est rarement des trucs extravagants où le mec se retrouve premier avec 30 mètres d'avance au premier virage. C'est toujours, ça se joue à rien. Il essaie d'anticiper le feu et il se fait prendre. Là, il se trompe sur un de ses éléments du départ et il part avant. Donc je pense qu'un long lap peut-être plus juste, mais bon, là il a pris ses 2 longues laps. On va dire tant mieux parce qu'il nous a offert une encore plus belle remontée qu'il l'aurait fait en prenant 4. Mais je trouve que c'est un petit peu sévère sur le principe.
Je suis 100% d'accord avec toi, je voulais l'aborder, je vais pas le faire, tu viens de le faire mieux que ce que je l'aurais fait, je pense. Un long lap, ça aurait été vraiment pas mal. Il va faire une remontée de dingo. Il va se retrouver 14, 13e à un moment donné, je sais plus, dans ce lot-là. Et il va remonter comme un fou en mettant. Donc, au premier, ça va pas toujours être la même personne, on va en reparler. Entre moyenne, entre 6 et 8 dixièmes par tour au mec qui mène la course. Sauf que malheureusement, sa remontée va devoir s'arrêter à la 4e place parce qu'il a détruit le pneu avant. Malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il faut pour remonter et gagner des points. Donc, course, on peut le dire, très très solide de Fermin Aldeguer qui prouve que le contrat Pramac n'est pas usurpé. Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, très solide. Comme disait, je pense que c'était Louis Rossi qui commentait avec Anton Arlo. C'est ça, hein, Ouais. je crois. Ouais. Il disait ça ressemblait tout au début de saison cauchemardesque, quoi. Vraiment, la première course, il est absent. Là, en plus, c'est confirmé, il est signé. Il fera un double long lap. Et là, tu te dis, waouh, ça va être dur de se relever de ça quand même. Et non, le mec se pose pas de questions. Presque au contraire, je pense que ça l'a boosté. Genre, il s'est dit, allez, il a posé le cerveau et il est parti comme un ouf. Et non, il a montré que c'était lui le patron. Je pense de la catégorie, pour le coup, il était vraiment au-dessus. Et bon, il lui en manque un peu à la fin. Je pense que je sais pas qui c'est qui essaie de doubler. Je pense que c'est Ayogura qui essaie de doubler pour la 3ème place. Ouais. Et là, ça lui scelle vraiment la fin de la course où il se rate un peu. Et après, du coup, il a vraiment du mal à se remettre dedans. Les deux là se sont fait une super bagarre, Ogura et Aldeguer. Ouais, Moi, Ogura, la bagarre à la j'adore. fin, même J'adore Ogura, Ogura. quand à la fin, il lâche rien, il y revient. Et... Ouais. Ah non, c'est incroyable. Ça, Donc, ouais. Et puis, on parlera peut-être plus globalement, on verra sur les Bosco-Scuro, qui font vraiment un très bon début de saison sur 2 circuits complètement différents. Encore 3 dans le top 5. Ils font. Non, mais pardon, je dis des bêtises. 3 dans le top 6. Ils font 4, 5, 6. Ouais. En sachant que le nouveau Sam Lowe, lui, est tombé plutôt dans la course alors qu'il menait. Donc voilà. C'est un peu ce que je retiens de ce début de saison Moto 2. On parlera des absents plus tard, peut-être. Je suis 100% d'accord avec toi sur les Bosco-Scuro. Elles étaient très bien au Qatar, elles sont très bien encore sur un circuit qui est extrêmement différent, qui n'a rien à voir. Alors je m'emballe un peu, mais c'est un circuit différent quand même. Donc ça, c'est très très cool. Moi, ils ont 2 pilotes que j'adore sur les Bosco-Scuro parce que c'est honnête, Aldeguer et Alonso Lopez, c'est pas des pilotes, voilà, j'ai rien contre eux, mais je les porte pas super dans mon cœur. Par contre, j'adore Ayogura et j'adore Sergio Garcia. Donc je suis très content que les motos fonctionnent. Sergio Garcia, pour un pilote, il fait une très bonne année une rookie et là, il enchaîne 2 bonnes courses. Donc attention à lui si ça vient. Ogura intelligent sur saignant. la gestion des pneus. Ouais, en plus. exactement. Parce qu'il remonte bien. Ogura saignant, les freinages en travers et tout, laisse tomber. Je l'adore. J'espère qu'il va step up encore et retrouver son niveau de 2022 pour prendre le guidon de Nakagami enfin. Parce que je pense qu'il a pas. C'est pas un champion du monde matériel, Ayogura, mais c'est quand même un gars qui peut faire des choses intéressantes, je pense, sur une MotoGP. J'espère, en tout cas. Tu en as parlé un petit peu, Maxime. Je vais te poser la question, Alexandre. Alonso Lopez, du coup, va partir après les 2 longues laps, après s'être débarrassé de Fermin Aldeguer suite à ces 2 longues laps, tout seul sur un rythme d'enfer. Il était très très vite jusqu'à ce qu'il tombe tout seul. La comparaison avec Sam Lowe, Maxime, est incroyable. Alex, qu'est-ce qu'on pense de Alonso Lopez ? Est-ce que malheureusement c'est ses travers ou est-ce que c'est une erreur de parcours et ça arrivera plus ? On a eu tendance de dire que quand l'une des speedos marche, l'autre tombe. Et malheureusement, ça s'est confirmé encore ce week-end parce que c'est vrai que si on enlève les doubles longues laps de Fermin, je pense que ça faisait 1 et 2 pour speed up assez facilement. Alors peut-être qu'Alonso Lopez était capable de suivre Fermin et qu'il se serait battu pour la victoire. Je pense qu'il y aurait un match entre les deux. Qui se mettent au départ. Ils seraient tombés tous les deux. Ou ils seraient tombés tous les deux, mais je pense que vraiment les 2 speed up étaient largement au-dessus en course, du moins. Et non, c'est vraiment étonnant comment il tombe parce que il a déjà fait le trou en fait. Il est là, il est installé tranquillement. C'est une erreur qui arrive au meilleur. Il y a l'entrée en sprint une nouvelle fois. Donc c'est vrai que je sais pas en fait dire si est-ce qu'il est retombé dans ses travers, est-ce qu'il mais lui ça lui arrive trop. Oui, mais j'ai envie de dire, il a peut-être passé un cap cet hiver. Là, il arrive dans un moment charnière de sa carrière où il doit confirmer tout le bien qu'on dit de lui et gommer ses erreurs. Sur ce qu'on a vu au Qatar, ce qu'on voit sur toute la première partie de course avant qu'il tombe, on est en train de se dire OK, c'est un nouveau Alonso Lopez et d'un coup
clac, et il retombe, et là on se dit, ah bah non, c'est le même. Donc, C'est l'ancien. donc là j'ai envie de dire, j'ai pas envie de le juger tout de suite, on a vu que 2 courses, mais j'espère vraiment pour lui qu'il a commet ses erreurs, mais aujourd'hui on peut pas le dire. Mais par contre les speed-up, pour en venir plus globalement, ça sera vraiment à mon avis les 2 hommes, enfin les 2 motos à battre de par leur pilote, mais aussi de par leur préparation, parce que le châssis, même la préparation du team et tout, ça a l'air vraiment très fort. Et ce qu'ils ont montré en course, l'un ou l'autre, c'était vraiment très très bon. Donc on verra comment ça évolue. Et on verra qui de Aldeguer ou Lopez fait la meilleure saison. Bon, moi j'ai ma petite idée, mais ce ne sera que la mienne. Je pense que, ouais. Enfin, je vois quelle est ton idée et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que normalement Aldeguer devrait être au-dessus. Pour le coup. On va enfin se diriger vers une victoire d'Aaron Canet après 70 départs. L'homme le plus tatoué du Continental Circus va réussir à aller remporter la victoire. Enfin pour lui. Bon, après moi c'est pas mon pilote préf. Ça fait quand même plaisir au bout d'un moment. Je suis un peu triste de devoir arrêter mon running gag, bien entendu. Moi, je suis un peu deg en vrai. Hein. Non, arrêtez de dire. Ouais, mais en vrai, c'était drôle. Mais bon, je pense pas que ça débloque un truc chez lui. Pourquoi pas, ça peut. Mais à mon avis, c'est trop tard pour lui. Je pense qu'il peut faire une carrière. Là aussi, on va refaire la comparaison avec Sam Lowe. Moi, je pensais plus à une carrière. Pour être un peu plus sympa, je comparais peut-être potentiellement avec Thomas Luthi. C'est-à-dire faire une carrière en Moto 2. Un mec, c'est un bon deuxième pilote dans un team qui va te rapporter des points. Tu sais qu'il va pas vraiment jouer le titre, mais si les planètes s'alignent, pourquoi pas. Enfin, voilà. Ouais. C'est le genre de mec, tu le signes sur une Ducati en Superbike, il est champion, quoi. Ouais, je pense que ça peut. C'est ça. Hein. Donc, assez content pour lui. Dernier sujet que je voulais aborder, messieurs, c'est les rookies en Moto 2 qui sont absents complets. Jaume Mazia, Denis Onjou, Diogo Moreira, tous ces gars-là disparus. Alors après, je suis dur, ils finissent quand même devant Izan Guevara. Hein. Mais Denis Onjou va terminer 20ème, Jaume Mazia 21ème et du coup Izan Guevara 22ème, Diogo Moreira 18ème. Denis Foggia termine premier rookie si je me trompe pas à la 17ème. Ah non, il y a Senna. Foggia, il est pas rookie, gros. Foggia? Ah, il était déjà l'année dernière, c'est vrai. Senna juste termine 14ème, qui est cette personne? Je ne sais pas. Mais oui, mais lui, il a pas pris genre 800 pénalités là parce qu'il faisait que sortir des limites de la piste, ou il y a pas eu un bail comme ça? Si, il y a eu un bail comme ça. C'est un giga forceur, lui. Donc ouais, les rookies aux abonnés absents, bon après ça va peut-être venir. Et c'est un dernier mot sur Joe Roberts, on n'a pas parlé de lui, il fait un bon week-end, il termine 2ème. C'est peut-être le meilleur moment pour performer dans la mesure où un team américain vient de racheter 2 Aprilia. Ouais, puis en plus, il enchaîne, parce qu'il était là au Qatar aussi. Ouais. Donc, à surveiller aussi. Bah, je le vois pas avoir ce qu'il faut pour être champion, mais on sait jamais. Moi, j'aimerais bien m'asseoir à la place de Aki Ajo, surtout, mais on en discutera peut-être dans un autre épisode. On en discutera. Messieurs, un autre sujet à aborder en Moto 2 ou on passe au MotoGP? Moi, juste pour Robert, c'est vrai que je trouve ce que j'aime beaucoup dans son début de saison, c'est qu'il est rapide en qualif et en course. Il est très bon sur le tour, bon dans le rythme de course. Comme tu viens de le dire, on a une écurie américaine qui arrive en MotoGP. On a dans cette écurie un pilote qu'on n'a pas bien vu depuis le début de la saison. Bon, on va dire 2, mais il y en a un qu'on a vu parce que c'était son Grand Prix national, donc on nous l'a montré. Mais l'autre, on l'a vu, il a calé la semaine d'avant. Mais l'autre, on l'a pas bien vu. Donc, ok, c'est peut-être pas un peu comme Ai Ogura, c'est peut-être pas le futur champion du monde de MotoGP, on n'en est pas là, mais c'est un pilote qui, du moins sur le court terme, a peut-être des chances d'y aller de par sa nationalité, de par ce qu'il montre en Moto 2 aussi, parce que ce début de saison est très bon. Faut qu'il confirme, mais peut-être qu'à la fin de l'année, il aura une bonne surprise. On verra. Mais ça dépend toujours du mercato. Il y a beaucoup trop d'interrogations, on ne peut pas vraiment se projeter. Mais c'est pas à exclure. Carrément, je suis assez d'accord avec ça. Bon, messieurs, on enchaîne avec le plat de résistance. Vous êtes prêts? Let's go. Allez, c'est parti, MotoGP. MotoGP, donc sur ce circuit de Portimao avec une pole de... J'ai mangé. Qui fait la pole? Je l'ai pas noté. Enea Bastianini. Ah, pole de notre ami la bête. Enea Bastianini, voilà, ça m'était sorti de l'esprit.
Paul de Bastianini, du coup, qui va faire un week-end assez sérieux, je trouve. J'ai bon espoir qu'il soit de retour. Moi, c'est un pilote que j'adore. C'est un pilote qui casse les codes un peu, je trouve. Italien, mais pas dans la VR46, qui s'en fout un peu qui s'en est toujours foutu des consignes de piste, qui a pas peur d'aller mettre son carénage avec d'autres gens. Donc j'espère qu'il est de retour. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime. C'est assez difficile à juger. La saison dernière, elle fait vraiment tâche, je trouve. Parce que c'est vraiment une ascension fulgurante. Et la saison dernière, il a du mal à s'y remettre. On y attendait beaucoup en fin d'année, mais au final, il a redisparu. Donc j'aurais un peu de mal à émettre un vrai pronostic. Bon, après, pendant les tests hivernaux, il a été sérieux. Un peu absent à la première course. Absent, mais pas trop, hein, il est quand même là. Et je crois qu'il joue top 5, top 6. C'est pas non plus honteux. Là, bon, handicapé par son système de all shot device, si je dis pas de bêtises, pendant la sprint. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera de ça, mais ça commence à casser les couilles parce que je pense que c'est pas le seul. Il y en a eu un paquet qui ont eu des problèmes entre la sprint et la course, et c'est même dangereux des fois. Parce que quand ils te disent qu'il enclenche un peu trop tôt, ou qu'il s'enclenche pas, et qu'au premier virage ils sont un peu en perdition, que les mecs ils sont 20, quoi, c'est peut-être un peu dangereux à force. Mais à part ça, non. Très, très sérieux en tout cas ce week-end. Pas d'erreur, surtout pas d'erreur en fait. Il va pas en faire trop, il est très consistant depuis le début de saison. Et puis, il signe une pole qu'on n'avait pas vu venir, parce que c'est pas le pilote déjà qu'on attendait peut-être ce week-end, c'est peut-être pas non plus le pilote qu'on attend forcément en qualification, mais en tout cas, il a signé une très belle pole position, très beau tour, et il a confirmé en course. Bon, il a pas réussi à s'imposer, mais du moins, il nous a livré une bonne Ah, mais il est prestation, bien quoi. parce que le rythme sur les courses, c'est, enfin, peut-être quand c'est une dinguerie. Euh, Autant les sprints que, enfin, Martin il part devant. Enfin, c'est fou quoi, même Vignales, tu vois, il part de la sprint, il est au-dessus de ses pompes. Je vais te laisser enchaîner Kevin, mais le rythme sur les courses, là, les 4 courses qu'on a eues en début d'année, c'est affolant. Messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que le meilleur week-end de Portimao serait pas réalisé par notre ami Top Gun? Alors, numériquement, non, parce qu'il va se passer ce qui va se passer en course du dimanche, où il va casser sa boîte. En fait, il va avoir un problème de boîte toute la course, qui va finir par casser dans le dernier tour et l'éjecter. Mais il est deuxième à ce moment-là, il va gagner la sprint. J'irai pas jusqu'à dire facilement, parce que jusqu'à l'erreur Bagnaia, il est deux, mais après, il a quand même un petit matelas sur l'arrière, il peut pas se faire attaquer. Et il dit que sans son problème de boîte de vitesse, il pense qu'il aurait pu gagner la course. Vu le rythme qu'il avait avec ce problème, j'aurais tendance à le croire. Alex, est-ce que c'était pas lui le plus fort ce week-end? Alors, t'as posé deux questions, du coup. Pour moi, le meilleur week-end, il est réalisé par Acosta, mais on en parlera de manière globale, Ok. pas en termes résultats, J'entends, mais en termes performance. En termes résultats, c'est vrai que Vignales, on l'a pas vu aussi fort sur tout un week-end depuis quelques temps maintenant. Je m'aventurerai pas à dire la dernière fois où il a été très bon, mais Sa 2017. dernière victoire, pour info, c'est Qatar 2021. non, mais l'année dernière, il a pas gagné, mais il était quand même proche. Il a fait Il a fait des bons podium, week-ends. il était là. Je crois que c'est Mandalika où il est fort en fin Mais d'année. là, Ouais, et Catalunya. ce qu'il fait en qualif, en sprint et en course, c'est vraiment Ouais. les trois moments du week-end les plus importants, il est là. Et c'est surtout ce Vignales-là qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et en sprint, certes, bon, Bagnaia était loin devant et sans son erreur, il gagnait assez aisément pour moi. Mais t'es pas d'accord avec ça, Maxime? Moi, c'est pas qu'il était. Non, je pense en vrai il était au-dessus de ses pompes. Je Bagnaia pense que vraiment il est parti. Ouais, je pense qu'il est parti fort et tu le vois après quand il repart, il est plus du tout dans le rythme. Moi, je pense que c'est parce Je pense que vraiment il était Ah ouais. dans le rouge, il était vraiment couteau sous la gorge et il était pas si facile que ça, tu vois. Ah, je le trouvais facile et je pensais justement que son erreur de la course sprint l'avait handicapé sur la fin de la course sprint en disant bon, je vais me calmer, je vais prendre les points que j'ai à prendre et j'en fais pas trop. Mais peut-être qu'il était déjà un peu dans le rouge. Mais pour revenir sur Vignales, en sprint il est là, en course il est là, il a un problème, enfin il a plusieurs problèmes techniques dans le week-end et ça c'est le gros souci d'Aprilia depuis le début de la saison. Routine. Enfin, depuis quelques temps maintenant, mais surtout depuis les deux premiers Grands Prix. Mais non, c'est vraiment un très grand week-end. Après, Vignales, c'est fait de haut et de bas. Et j'espère pour lui, et pour qu'il devienne peut-être le pilote à gagner avec trois marques, le premier à gagner avec trois marques différentes.
qui soit aussi fort dans 3 semaines lors du prochain Grand Prix et que ce soit pas juste une façade qu'on ait eue à Portimao et comme on a l'habitude de voir avec lui. Ah, puis il est archi complet en plus. Vraiment, vraiment. Et puis on retrouve un Vignales offensif qui arrive à doubler, ce qui était vraiment un de ses problèmes. Je sais plus quand est-ce que je t'ai écrit, si c'était pendant la sprint ou pendant la course. C'est la Où je te dis putain, mais c'est la sprint où il fait un début de course où il se bagarre, il va chercher des dépassements et tout. C'est quelque chose qu'on ne voyait plus de Vignales. Puis il prend 2 bons départs. Il a pas peur et il y va. Et non, franchement, week-end très complet, vite sur un tour, vite sur le rythme de course, bon au départ, bon à la bagarre. C'est ce qui lui manquait surtout. Rien à dire pour le coup. Les départs, c'est ce qui lui manquait l'année c'est ce qui dernière. manquait. Ouais, là, il fait 2 bons départs. Hein. Il fait les all shot en sprint et il se retrouve P2 à la fin du départ de dimanche. Vraiment, il fait vraiment 2 bons départs. Il y avait les départs et le premier tiers de course où il... Ouais, il était soft même, il arrivait pas à doubler. Je crois que c'est Mandalika l'année dernière où il reste bloqué en fin de course derrière je sais pas qui, là, il arrive pas à doubler. Ah, peut-être il y a Mandalika. Mais Catalunya, il reste derrière Bagnaia hyper longtemps et tout le monde dit ouais, lui aussi, il laisse Bagnaia gagner. Non, c'est Vignales, c'est normal. Enfin, tu vois, il sait pas faire. Parlons de Jorge Martin qui va réaliser un très bon week-end. Hein. On en parle un peu moins parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu bizarre qu'on l'a moins vu. En fait, limite son week-end est passé inaperçu alors qu'il fait 4 en sprint, si je me trompe pas, donc 3. Il fait 3ème en sprint 3, et il gagne la course du dimanche, mais sans faire de vagues, tranquillement, sereinement. Et des week-ends où Jorge Martin est serein comme ça, on n'en a pas vu beaucoup, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on peut attendre d'autres week-ends comme ça? Et est-ce que là, ça y est, là, ça va commencer à être très très dur d'aller le chercher, Maxime? Il a l'air bon dans sa compréhension du week-end. Je pense qu'il en parle après la sprint où il dit ouais, je suis moins à l'aise sur le soft, je serai plus à l'aise sur le medium, sans être très prétentieux et très sûr de lui comme il est d'habitude. Mais du coup, le lendemain, c'est ce qu'il fait. Il part devant avec le medium et il en met une claque. Fait une claque, on s'entend, mais personne ne le revoit. Et puis, ouais, un week-end où il est moins dominateur qu'on a l'habitude de voir. En fait, c'est surtout ça, c'est la normalité où maintenant. Il est premier en qualif parce que sur un tour il est intouchable et puis en sprint généralement il part devant et personne ne le voit et un peu moins présent en course, donc non, il gère son week-end différemment et il se met pas par terre, il fait pas d'erreur. Donc même s'il est moins rapide dans ses points forts, après peut-être qu'il essaie de réfléchir différemment aussi, parce qu'il commence à comprendre que la sprint c'est pas ça qui va gagner un championnat et il s'est basé sur où il a non mais c'est vrai. Non mais oui, s'il vient juste de s'en rendre compte. Écoute, on peut dire ce qu'on veut, mais les week-ends d'avant, il a toujours basé sur vitesse. Je suis là le samedi et je suis très fort, et le dimanche, je suis un peu moins fort. Et je pense que ça l'a bien fait réfléchir le week-end dernier peut-être. Et là, il a travaillé son rythme de course et il est arrivé le dimanche, il était prêt plus que tout le monde et il a gagné. Alex, parle-nous du week-end de ton poulain. Il a été archi fort. Mais à t'écouter, je couvre la moitié de la grille. Non, et pour moi, il nous a fait un week-end à la Bagnaia en fait, parce que on l'attend comme il dit Max sur un tour. Et il est là, il est placé, mais il nous fait pas une pole avec 3 dixièmes d'avance sur tout le monde dès son premier tour de sortie comme il a l'habitude de faire. Un sprint, il est là, mais bon. Rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on connaît. Ils se mettent des bonnes bagarres avec Marquez. Ouais, mais ils se mettent des bonnes bagarres pour un top 3. Non, mais c'est alors vrai. qu'en sprint, Mais... Et là, en fait, ce week-end, Jorge Martin est devenu un homme du dimanche. Et bon, voilà. C'est quand même pas mal d'être un homme du dimanche quand tu vois ce qu'il fait le samedi. Mais dire que franchement, j'ai vu du Bagnaia dans sa construction de week-end. Et à l'inverse, Bagnaia, hormis la pole, a fait un peu du Martin, c'est parce qu'il était très vite en sprint, peut-être trop vite, et en course, il était pas devant comme il a l'habitude de le faire. Mais est-ce que Martin a changé sa façon d'aborder les week-ends? Est-ce que il était peut-être tout simplement dominé en qualification et en sprint et moins à l'aise que d'habitude? Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvé pareil, plus serein et moins exposé en interview, moins prétentieux ou serein, chacun a son avis sur son comportement, mais non, vraiment, il s'aime un peu quand même. Vraiment très solide, très très solide. Solide, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le terme. Le dernier focus, messieurs, que je voudrais qu'on fasse, après on parlera d'autres petits sujets, mais c'est le week-end que je pense on peut qualifier de raté de Francesco Bagnaia.
Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu passer complètement à côté d'un week-end. Alors complètement, c'est un gros mot, mais qu'on l'a vu passer un peu à côté d'un week-end comme ça. On l'a vu faire des erreurs en sprint et les rattraper en course, ou faire un bon début de week-end et tomber en course, comme ça arrive à plein de gens bien. Là, il va faire une erreur qu'on voit pas souvent de sa part, comme celle des autres. Qu'on voit surtout moins souvent de sa part en sprint. Il va complètement rater son freinage du premier virage. Je vais l'expliquer en disant que il a mal anticipé le changement de comportement de la moto avec le plein de carburant qui réduit et donc le poids qui descend. Donc il a mal adapté son point de freinage. Pourquoi pas, je veux bien le croire. Et il va faire à mon avis, cette petite erreur en course avec Marc Marquez, où Marquez lui fait un freinage à la Marc Marquez il écarte un peu. Bagnaia voit la place de passer, sauf que Bagnaia il n'est pas vraiment à la corde non plus, donc Marquez lui essaye de reprendre sa ligne et il peut pas vraiment voir Bagnaia, je pense. Ils se touchent, il n'y a pas grand chose, sauf qu'ils sont complètement arrêtés sur l'angle parce qu'ils sont au milieu du virage et ils vont chuter tous les deux. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de ce week-end de Bagnaia dans la globalité? Je te laisse Maxime choisir sur quel point tu veux revenir. Je voudrais pas tirer de conclusion hâtive un peu comme avec Martin, c'est où je te dis il a changé son approche, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que sur la course du dimanche, Marquez il rentre un peu dans son crâne. Je sais pas si moi j'ai revu la course et au premier tour Marquez il va lui poser le carénage dessus, mais vraiment genre, et il va le forcer et je crois qu'il y revient une ou deux fois d'affilée. Et il se fait un peu violenter par Acosta, et là tu revois Marquez qui arrive déjà, je pense qu'il est en galère aussi, sa course est pas facile et je pense qu'il est un peu agacé par ce qui se passe peut-être, ça plus l'effet de course qu'il y a eu avant, et là Marquez vient poser un frein qui a ni queue ni tête, il arrive pas à tourner ni rien, je pense que ça vraiment ça l'agace, et il a envie de sortir du virage en mode pousse-toi de là, relève ta moto de là, va-t'en, laisse-moi tranquille, et genre un peu autoritaire tu vois. Et sauf que ça finit mal, il se perd un peu là-dedans, je pense, c'est dommage. Mais après, c'est totalement compréhensible. Je pense que c'est là vraiment où il perd son week-end, parce que en soi, l'erreur qu'il fait en sprint, ça lui fait pas perdre un championnat. Il finit quand même 4ème, c'est pas dramatique. Bien sûr. Mais là, par contre, ouais, je pense qu'il perd un peu pied et il tue son week-end là. Alex, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion du week-end de Bagnaia? Un peu comme vous, c'est vrai que l'erreur en sprint, ça arrive, même au meilleur. Mais sur Marquez, on m'a attrapé la veste sur Twitter parce que pour moi, Bagnaia est un peu plus fautif que Marquez, dans le sens où, certes, il rentre fort, Marquez, il se fait sa place, mais il ressort bien large, certes, mais Bagnaia, en fait, il tente de repiquer, mais il est pas assez bien placé pour aller attraper la corde, là où il y a le plus gros espace pour croiser Marquez, et du coup, il est entre la corde et Marquez, et au final, quand Marquez reprend la trajectoire de son virage, pour moi, j'ai bien dit, ce n'est que mon avis pour que je vous mette pas là-dedans. Je veux pas de bagarre. Voilà, pour moi, Bagnaia, lui, ne repique pas assez, on va dire, et touche Marquez. Les deux tombent. Je crois que Marquez repart, il finit 16ème, mais pour Bagnaia, c'est terminé. Il a perdu un combat psychologique, à mon avis, ce week-end. Peut-être pas que contre Marquez, parce que il a perdu un combat psychologique pour moi aussi contre Martin, de par l'approche du week-end qu'il a fait, parce que avant l'erreur contre Marquez, avant la bataille avec Acosta, Bagnaia, il est incapable de suivre le rythme de Martin. Donc, ça c'est vrai. Est-ce que la bataille psychologique, elle est juste anecdotique, c'est juste ce week-end, ça allait pas, il y avait des soucis, ça arrive. Est-ce que ça aura un impact sur le futur? Je sais pas, mais en tout cas, on a retrouvé un Bagnaia fragile, et ça faisait bien longtemps aussi qu'on l'avait pas vu comme ça. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Alors en fait, je te comprends pas trop, parce que pour moi, l'erreur, elle est de Bagnaia. Il n'y a pas vraiment à tergiverser là-dessus, d'après moi. Pour moi, elle est pas énorme, parce que effectivement, le move de Marquez, il est un peu limite. 50-50, il est suicidaire l'autre aussi. Pour moi, non mais bien sûr. Pour moi, si les deux vont par terre, c'est parce que Bagnaia est un peu trop optimiste sur sa sortie et sur son angle, etc. Même si, voilà, Marquez, lui... si on se retrouve là, c'est parce qu'il est optimiste un peu sur l'entrée aussi. Oui, non mais bien sûr. Mais Marquez doit savoir que Bagnaia est là aussi, tu vois. Il aurait pu avoir cette réflexion en disant, si je vais reprendre ma ligne, peut-être... Alors, ça va très très vite, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est très tendancieux. Pour moi, il y a une petite... Alors,
Yann vient de le dire dans Flag to Flag, l'émission avec Margot et Rémi Guillot, arrêtons d'essayer de trouver des coupables à chaque fois. Il a pas tort. C'est un fait de course. Ils se sont pas forcément compris. Ils sont dans une situation un peu complexe tous les deux parce que dans le virage, ils sont pas tous les deux sur une bonne trage et tout, donc c'est compliqué d'avoir des repères. Ils ont une micro-touchette, mais la touchette c'est que dalle, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Sauf qu'en fait, ils ont 60 degrés d'angle tous les deux. Donc forcément ça tombe. Donc c'est pour ça, les deux derrière, il y a rien, il y a pas eu de sanction, et ce qui est normal. Et il y en a aucun des deux qui a tiré sur l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Voilà, pour moi, il y a une micro-erreur un peu plus sur Bagnaia, mais vraiment, si on veut chercher un peu la petite bête, quoi. Ouais. Mais rien de fou. Surtout que ces moves-là, c'est ce qui nous font aimer la course. C'est ce qu'on a kiffé. Il y en a eu tout le week-end. Enfin, quand Acosta, Martin ou Marquez se mettent dépassement les uns sur les autres, c'est une dinguerie. Alors, je vous ai dit que c'était le dernier sujet qu'on allait aborder, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Comment on peut pas arrêter cet épisode sans parler de Pedro Acosta à un moment donné, avec sa coupe de Peaky Blinders là. Va chez le coiffeur là, ça on en peut plus là. C'est insupportable. Bref. Qu'est-ce qui nous a pondu là? Là, c'était un truc de fou. Moi, je suis désolé. Au Qatar, déjà, il m'a fait rêver. Là, c'était encore pire. Le freinage sur Marc Marquez et sur Francesco Bagnaia en travers, en bas de la descente du premier virage. Mais qu'est-ce que tu fais, garçon? Qui es-tu? Qui es-tu, sans déconner? Et grâce aux chutes, donc pas de Bagnaia et de Marquez, parce qu'il était déjà devant quand les deux vont tomber. Mais grâce à la chute de Viñales, il va réussir à aller attraper le podium. C'est pas le plus jeune pilote de l'histoire à réussir à faire un podium. Il est 3ème à ce petit jeu-là. Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais il m'a vendu un rêve incroyable et ça fait kiffer pour Tech 3. Je sais absolument pas quoi dire pour qualifier sa performance. En fait, on parle d'un rookie qui, sur les 2 premières courses de la saison, fait le freinage à l'intérieur au T1 sur l'un des GOAT de notre sport. Tout ça, normal pour lui, c'est tranquille. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que je sais plus quelle place il part, mais bon, il est, on va dire, un peu plus... 7, ouais, on va dire, en 3ème ligne. Donc, il double des mecs plus lambda, on va dire. Mais bon, Marquez, c'est vrai que c'est quelqu'un dans notre... Il double des mecs comme ça, tac, et puis il arrive sur Marquez, et pour lui, c'est pareil. Il fait le freinage au T1, puis juste devant lui, il y a le double champion du monde en titre. Bon, il refait la même. Je crois qu'il la perd 3 fois. Il est à 2 doigts de la perdre de l'arrière. Il glisse pendant je sais pas combien de mètres. Et puis il ressort trop large parce que bon, des fois il fait des. Enfin, c'est pas une erreur en soi, mais des fois il fait pas tout bien. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il repart. Il va retourner à la chasse à Bagnaia. Il y a aucun souci pour lui. Je sais pas. Je pense que il y a une part d'insouciance évidemment. Il est jeune. Il est juste là pour se faire plaisir. Et il se fait plaisir. Il nous fait plaisir. Mais non, c'est exceptionnel. Ce podium, on est triste pour Viñales parce qu'il le méritait amplement d'aller le chercher, mais on est content qu'il revienne dans l'escarcelle de Bob l'éponge, parce que c'est quand même aussi le seul pilote qui passe comme surnom du requin de Mazzaroth à Bob l'éponge. Moi, ça. Le Glowdown. Je suis absolument fan de ce surnom. C'est vraiment trop. Et en fait, surtout ce qui est génial, c'est quand Hervé Poncharal en parle. Et qu'il explique le surnom, on comprend direct. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines au Qatar, il fait une première partie de course sensationnelle, il est monstrueux. Et bon, dans la deuxième partie, il a trop demandé à ses pneus, il dégringole dans le classement. Donc pendant 15 jours, il a dû analyser, comprendre, trouver les informations qui disent ok, là je tape trop, donc je perds ci, je perds ça. Et là, il revient et il nous fait une nouvelle course sensationnelle avec beaucoup de dépassements, tout ça. Mais cette fois-ci, il a mieux géré ses pneus. Et en 15 jours, un rookie qui progresse comme ça, et qui absorbe toutes ces informations, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et puis, c'est l'homme à suivre dans les prochaines années et même dans les prochaines semaines. Hein, parce que s'il continue comme ça, si la KTM est toujours aussi véloce, je sais plus, je crois que Kevin, tu avais fait un pari comme quoi il gagnait des 7. Moi, j'ai dit qu'il en gagnait 2. Gagner 2, bon, ouais. Je pense que voilà, il va en gagner une. Après, bon, il y a toujours des circonstances, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est vraiment un sacré phénomène qu'on est en train de redécouvrir ou de découvrir pour certains. Il a déclaré après la course, je suis resté un peu derrière Bagnaia pour observer comment il faisait avec son corps et sa gestion des pneus. Est-ce que Maxime, quand il dit ça, il chie pas sur la moto de Bagnaia un peu quand même?
Le mec est juste. Bagnaia, on parle juste du mec qui est 2 fois champion du monde et qui est sans doute le meilleur pilote de la grille actuellement. Je suis resté derrière lui pour l'observer. Excuse-nous, mais excuse-nous. Mec, c'est facile pour lui, il est revenu avec une facilité déconcertante sur Marquez, il a pas réfléchi, bout de ligne droite, il va lui planter les freins, mais ça va si vite, c'est si fluide. C'est... Il me fait rêver. Ma foi. Qu'est-ce que... Après, il a eu un peu plus de... Je pense que tour d'après, il tente sur Bagnaia, il a failli la perdre. Ouais. Et du coup, après, il reste un peu plus derrière. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, alors. Ça a l'air si simple et c'est ce que je te disais. Moi, au bout de 9 tours, je me dis, ah, ça va, c'est bon, bis repetita. Il va reperdre ses pneus, mais non. Alors, genre, je pense que s'il perd pas ce temps-là, désolé, s'il perd pas ce temps-là derrière Bagnaia, je pense que il joue le podium à la régulière. Je pense aussi. Pour pondérer un peu ce que vous dites, je suis 100% d'accord avec vous. Juste pour pondérer un peu, Michelin a déclaré que ce circuit serait beaucoup moins problématique en termes de gestion de pneus que Qatar. Donc, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Donc, il y a peut-être beaucoup de travail pendant 2 semaines sur analyse de ce qui s'est passé. Mais il y a peut-être aussi une partie de OK, là, j'ai moins besoin de réfléchir à ça. Parce que là, le circuit va pas détruire les pneus. Ce sera pas le cas d'Austin qui détruit les pneus. Si ma mémoire est bonne. Donc, ce sera à faire attention. Moi, il me fait rêver. J'ai annoncé 2 victoires cette saison. Attention à Jerez. Jerez, la KTM, l'année dernière, elle était monstrueuse. Binder, il gagne la sprint. Et Binder et Martin et Miller font 2 et 3 le lendemain. Donc la KTM, elle était incroyable à Jerez l'année dernière. C'est un circuit qu'il aime beaucoup, sur lequel il a été fort. Donc attention à Jerez pour Pedro Acosta. Et je pense, je finirai là-dessus, qu'il peut redonner entre guillemets, des lettres de noblesse à notre sport, dans le sens où il peut ramener des choses qu'on avait un peu perdues, je trouve. Dans cette agressivité qu'il a, cette facilité, comme vous dites, cette nonchalance un peu, il s'en bat la race. Yvan, il a une théorie incroyable, il dit Pedro Acosta est arrivé en 2021 et Marc Marquez s'est blessé au bras en 2020. Ça se trouve, Marc Marquez, pour lui, c'est un vieux papy qui a mal au bras, rien d'autre. Il en a rien à foutre. Rien à foutre. C'est génial, il est archi rafraîchissant. Il fait trop plaisir. Et je suis content qu'il soit sur une KTM parce que la KTM a l'air très bien fonctionner cette saison, pour l'instant en tout cas. Et c'est un pilote qui va pouvoir se battre contre des Ducati sans Ducati. Et même si je suis pas du tout un partisan de oui, c'est une coupe Ducati et tout, ce débat m'intéresse pas. Mais ça fait quand même plaisir de voir un mec capable d'emmener une autre moto aussi bien et aussi haut. Donc très cool. Et ça fait plaisir pour Tech 3 aussi, qui est une structure française qui vont sûrement passer par de grands moments cette année, parce que bon, je pense que il va rapidement passer dans l'écurie mère, mais pour pas dire dès l'année prochaine, mais aussi. Mais en tout cas pour Tech 3, c'est vrai qu'ils vont avoir une année avec lui qui va être probablement très enrichissante, très sympa, qui va aussi leur procurer de grandes joies, enfin tout leur mal qu'on leur souhaite, mais c'est vraiment un ovni quoi. Pour moi, ils peuvent vivre leur meilleure saison en MotoGP depuis Zarco 2018. Et potentiellement leur meilleur tout court. Je pense qu'il peut faire mieux que Zarco 2018. Tu penses qu'il peut faire mieux que Zarco 2018 ? Ok, je suis pas... Ok. Moi, je pense qu'il peut ne pas la finir chez Tech 3, surtout la saison. Oh non, ça je crois pas. Je pense qu'il... Non, mais c'est pas impossible. Moi, j'y crois pas, mais ça se peut. Moi, je pense qu'il peut ne pas la finir chez C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en MotoGP. Non, c'est vrai. Ça n'existe plus en Formule 1, par exemple, ça arrive, je vais pas dire fréquemment, mais malheureusement, on va dire que dans les dernières années, c'est un peu plus fréquent. Mais en MotoGP, des changements comme ça, hormis ta blessure. Après, c'est sûr que si demain Miller ou Binder se blesse, je pense que... Enfin, je sais pas si on a le droit dans le contrat de faire monter à côté pour remplacer un pilote. Mais ça m'étonnerait grandement de le voir avant la fin d'année, enfin avant l'année prochaine plutôt sur une KTM. Moi aussi, mais avec des gens comme Red Bull et KTM, rien d'impossible. Messieurs, ça fait très longtemps qu'on parle, donc il y a 2-3 petits sujets qu'on aurait bien aimé aborder, mais je pense que ce serait bien qu'on conclue. Je finirai juste par dire Bezzecchi MDR, voilà, bisous. Belle perf. J'ai une dernière question avant qu'on conclue. Je veux que vous me donniez un vainqueur en MotoGP à Austin. Et si je pose la question, c'est pas pour rien, parce que on sait que c'est le jardin de Marquez, qu'il a été il a été bon ce week-end, on n'en a pas trop parlé, mais il a été bon ce week-end. Je trouve qu'on a revu des choses qu'on voyait de l'ancien Marquez. Il a été très agressif, très rapide.
Est-ce que c'est pour lui Austin ou pas, Maxime? Bagnaia. Ok. Allez, je tente le contre-pied. Parce que l'année dernière, il était très très fort là-bas. Alex, Aïe. vas-y. Et c'est là qu'il tombe devant Rins, ouais. Bah, moi j'hésite C'est pas entre. Bastianini qui gagne l'année d'avant. Alors attends, Maxime, vas-y. C'est pas Bastianini qui gagne l'année d'avant, avant Rins. Si. Ah, je pense que ce sera une victoire Ducati officielle. Ouais, merci. Toi, t'es vraiment le genre de personne qui se mouille, ça fait plaisir. Bah. Non, mais y a pas de problème, t'inquiète, c'est bon. Alex, vas-y. J'hésite entre Alex Rins et une Honda LCR, je sais pas. Faut se faire enculer, ça va. Lui, ça va. Moi, je me mouille pas, mais lui, il se noie aussi. C'est les vainqueurs en titre, hein. Soit Alex Rins sur la Yamaha, soit la Honda LCR. Moi je pense que à ce qui se passe à Austin, je me dis non. Pour moi, plus sérieusement, si dans le début de saison Marquez doit en gagner une, on va dire dans les je sais pas exactement combien de grands prix, on va dire, mais dans ce début de saison, s'il doit en gagner une, pour moi c'est Austin. Donc j'ai envie de me mouiller et dire que Marquez va retrouver la victoire 700 et quelques jours après, je sais plus à combien on en est là, mais à Austin dans 3 semaines. Ok, ben incroyable. Moi, je vais call Marc Marquez aussi parce que j'ai envie. En fait, j'ai envie de voir ça. Ça me ferait plaisir pour lui. Non, mais vraiment, il est fort. La moto va bien. C'est un circuit qu'il adore. C'est son circuit préféré avec Saxon Ring. Voilà, j'adore. Une dernière chose, messieurs. Thomas Morcellino a réactivé son compte Twitter parce qu'il avait sans doute perdu les codes, mais en tout cas, voilà, il tweete pas beaucoup. Mais il a tweeté pour dire que ce week-end, Jorge Martin a apporté la 89e victoire de l'histoire à Ducati, après que Bezzecchi a apporté la 72e, Bagnaia la 63e et Kazestoner la 27e. Et je suis pas un féru de stats, mais celle-ci, je la trouve invraisemblable. Voilà, je tenais juste à dire ça. Un grand merci à vous deux d'être venus pour débriefer avec nous cette course. Alex, j'espère que pour ta deuxième et ta première en tant que titulaire, t'as pris du plaisir. Énormément. Comme toujours, j'ai hâte de revenir. Maxime, j'espère que toi, tu seras quand même d'accord pour revenir, même si t'as pas pris de plaisir. Je sais pas. Je suis dégoûté, mais on est là, je me sens force à chaque fois, donc. Je comprends. Pour rappel, pour nous écouter, Twitter, alors pour nous écouter, pas Twitter bien entendu, Deezer, Apple Podcast, Spotify, tout ce qui diffuse de la musique, on doit être dessus plus ou moins maintenant, et YouTube pour voir nos gueules ou pas, et pour nous suivre Twitter, la boîte à clapet et le Norchi du MotoGP sur Facebook. On se retrouve dans 3 semaines pour débriefer la course d'Austin. Messieurs, je vous remercie de nouveau et je vous dis à la prochaine. Salut! Ciao, ciao. Congratulations! Oh, incroyable! Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs it out!